mardi soir la semaine prochaine. Voilà. Et puis, on accueille donc voilà, parmi tous les gens, des gens qui sont en stage, qui ont démarré leur stage hier, c'est-à-dire des gens qui sont en train de préparer leur conférence gesticulée. Parce que pour préparer une conférence gesticulée, ça se passe en 4 sessions, 4 fois 4 jours. Et là, ils sont sur leur première session, ils découvrent, et je sais que certains vont voir leur première conférence gesticulée ce soir, en vrai. Manu, c'est notre collègue. Elle est aussi formatrice à l'Ardeur. D'ailleurs, elle est formatrice de ce groupe qui est en cours là. Et Emmanuelle, elle a déjà, je dis Manu, mais c'est Emmanuelle. Emmanuelle, elle a déjà une première conf sur le travail. Et puis elle a eu envie d'en faire une deuxième pour aller plus loin sur plus ou moins le même sujet, le même axe en tout cas. Et pour ça, elle est venue se former. Donc il y a 1 an, elle a démarré un stage en tant que stagiaire. Et Manu, elle a eu quelques petits soucis sur son parcours de formation. Elle va vous en parler un petit peu. Parce que normalement, on présente sa conférence à la fin de la session 4. Voilà, on l'a terminée. Manu, la session 1, bon, elle l'a faite parce que voilà, elle voulait vivre avec les autres, mais la session 1, c'est la méthode. Et la méthode, elle l'avait déjà parce qu'elle est formatrice. Et après Manu, ben en fait, comment vous dire, ça fait à peu près 1 an qu'elle est bloquée en session 2. Vous voyez ? C'est comme ça. Il y a des gens comme ça, voilà. Donc on est en session 3 pour Manu. On est en passage de session 3. Emmanuelle Cournary, Précarité, mon amour, une autre histoire du néolibéralisme. Ouais. Il y a une boîte, si vous voulez mettre de l'argent. Non, pas tout de suite. Je pourrais le redire à la fin. Vous avez une caisse là, c'est participation libre ce soir pour le lieu et les projets du lieu. Voilà. C'est ici. Donc pensez-y à la fin, mais si j'y pense, je vous le redis. Merci. C'est bon le son? Ouais. Ça marche? Vous m'entendez? C'est pas allumé. C'est bon maintenant? Là, ça va. Ah, super. Bonsoir tout le monde. Ça va? Merci d'être là. Bon. Je vais vous parler de ma mère. Ma mère, parfois, dans son regard ou dans les choses qu'elle me dit, j'ai l'impression qu'elle me trouve un peu loseuse, quoi. Par exemple, bon, le fait que je sois célibataire, ma mère, elle comprend pas. Elle me dit, bah je comprends pas, t'es pas chiante, t'es pas moche. J'aurais dû dire oui, puis j'ai des gros seins, ça devrait être maquée, quoi. Elle me dit, mais je comprends pas. Alors je lui dis, ben moi non plus, maman, je comprends pas. Sur le fait que j'ai pas d'enfant, à 45 ans, elle comprend pas non plus, puis on n'en parle plus même, là. C'est devenu un tabou familial. Ça n'existe pas, voilà, c'est ailleurs, c'est pas là, quoi. Sur le fait qu'elle a participé au financement d'un Bac+8 pour que je fasse des conférences gesticulées, qu'elle ne comprend pas ce que c'est, qu'il n'y a quand même pas grand monde non plus qui comprend ce que c'est. Alors là, elle se dit, mais c'est de la science-fiction. Puis alors récemment, j'ai décidé de vivre en yourte. Donc là, elle m'a dit, bon bah t'es perdue, quoi. C'est fini, quoi. T'es foutue, ma fille. Alors j'essaie de me défendre un petit peu. Je dis, mais maman, quand même, mais je suis libre, moi. Non mais regarde, je me fais pas chier avec un mec, moi, tu vois, je fais pas la bouffe, je fais pas celle-ci. Et puis les gosses, j'en ai pas non plus, je suis tranquille. De toute façon, maman, les gosses ça pollue. Et puis j'ai pas le temps, moi je travaille. Puis la conférence gesticulée, maman, ben regarde, je vais dans toute la France quand même. J'ai de la chance, quoi. Puis la yourte. Attends, la yourte, c'est engagé, quoi. C'est écolo. Je devrais être contente, merde.
Bon, ma mère, elle me connaît, elle n'est pas dupe. Hein. Elle me dit, mais attends, en 20 ans, là, tu as eu 18 jobs, tu as déménagé 14 fois, tu nous as ramené 3 mecs foireux. Les autres, je sais pas, mais je veux pas savoir. Ma fille, t'es pas libre, t'es instable. Elle a pas tort, ma mère. Vous savez ce qu'est la définition qu'est-ce qu'on définit par l'instabilité? C'est la précarité. Selon le Conseil économique et social, la précarité, c'est un état d'instabilité sociale caractérisé par l'absence d'une ou plusieurs sécurités, notamment l'emploi, etc. Donc ma mère, elle a bien capté, hein. Elle a bien compris. Et puis elle n'est pas dupe aussi sur le fait que, bon, je me défends parce que j'ai pas envie de perdre la face, mais bah, moi, un petit mec sympa, pour regarder des films, ça, partir en vacances, avoir une sexualité, éventuellement, m'intéresserait. Une maison en dur où j'ai pas à rattacher mes cordes quand il y a du vent, j'aimerais bien aussi. 2 petits mômes qui courent, et puis écrit sur le frigo en magnette « Maman, je t'aime ». Je trouverais pas ça débile, tu vois. Mais bon, bah, c'est pas ça qui se passe pour moi. Alors, quand j'ai vu cette définition de la précarité qui renvoie à l'instabilité, moi je suis quelqu'un d'assez angoissé en fait. Hein. Je suis plutôt une... Enfin, je dis ça, ça a l'air de rien, mais en fait j'ai des bonnes crises de panique, des bons troubles anxieux, des trucs bien, bien chiants. Mais je me suis dit, ah mais attends, instabilité égale précarité, précarité égale insécurité. Attends, l'insécurité et l'angoisse, ça doit pouvoir avoir des liens. Et là, cette définition est en train de me dire que c'est pas juste moi qui suis taré, ce que je me raconte quand même depuis une vingtaine d'années. Il y aurait un lien avec ma situation économique, affective, que je serais un peu trop dans le vide. Putain, il y aurait une raison politique à mes angoisses. Bah, je vais faire une conf. Je vais faire une conf, c'est super, je suis à l'ardeur, tout ça, j'ai des collègues, on en cause. Et moi, je vais faire une conf sur ma vulnérabilité. Oh, j'ai des collègues sympas. On me dit, bah, viens. La conf, c'est un processus collectif. Même si j'ai la méthode, même si... j'ai compris à peu près le processus. C'est important de le faire en groupe parce qu'on va s'échanger les regards, des analyses, des débats. Donc, je me suis inscrite à une session. J'ai vraiment suivi une session de formation qui ne s'est pas déroulée comme j'aurais voulu, hein, mais je me suis inscrite. Et c'est vrai que je suis arrivée avec un sujet qui était « Je veux parler de la vulnérabilité ». Alors excusez-moi, moi je suis en 3e session, hein, donc je triche. Je vais vous parler de vulnérabilité. C'est le sujet de la conf, hein, vous avez compris. Ça va? Je vais vous parler de vulnérabilité et comment j'ai galère à faire cette conf. Ça va comme sujet? Alors quand je suis arrivée en stage avec mes collègues, qui étaient du coup plus mes collègues, là c'était mes formateurs, avec mon sujet sur la vulnérabilité, eh ben, on a commencé le processus d'élaboration d'une conf. Alors j'ai noté là un peu pour que vous suiviez avec moi le processus d'élaboration d'une conf. Quand on commence, quand on arrive en session 1, on va plutôt travailler les anecdotes. Parce que vous savez qu'une conférence gesticulée, c'est situé, on part de l'expérience vécue pour donner une analyse politique à son vécu. Et donc, on va beaucoup travailler les anecdotes. Une anecdote, c'est une situation qui amène à une émotion, qui va amener à une intuition, qui va amener à un problème. Bon là, je vais vite, hein, mais en tout cas, il faut raconter des trucs qu'on a vécus, qui nous ont... fait quelque chose, et là ça nous a dit, attends, il y a un problème, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors le souci, quand j'ai commencé à faire ça, parce qu'on on se met à raconter des choses hein, dans le groupe, on crée des racontoirs, vous voyez, donc on vient raconter. Alors le problème, c'est que il fallait que je trouve des anecdotes sur la vulnérabilité. Ben oui, mais j'en avais, mais j'arrêtais pas de chouiner. Parce que vulnérabilité, ben j'arrêtais pas de pleurer, quoi, alors... Et puis, donc mes formateurs, ils me disaient, bah... Non mais Manu, oui c'est bien qu'il y ait des émotions dans la conférence, mais là, il y en a trop quoi. Et puis, c'est pas vraiment un sujet, tu le sais. Ben oui, je suis formatrice, je sais qu'on a des stagiaires qui arrivent avec, moi je veux travailler sur les peurs, moi je veux... Et on dit, ben, c'est pas des sujets, c'est pas politique. Alors Manu, en fait, mais la vulnérabilité, c'est pas politique. Qu'est-ce que tu veux? Raconte-nous d'autres trucs. Bon, je galérais, je pleurais. Je savais plus quoi faire. Bon, on a continué. Après l'anecdote, on a un outil aussi pour sortir des anecdotes qui s'appelle Petite histoire, grande histoire. Petite histoire, grande histoire, ben, on reprend depuis notre année de naissance jusqu'à aujourd'hui. Et on va faire plusieurs colonnes dans lesquelles on va mettre des événements qui concernent notre histoire personnelle, des événements qui concernent l'histoire, la grande histoire, quoi, l'histoire de la société, qu'est-ce qu'on se rappelle, qu'est-ce qui nous a marqué. Et puis le troisième colonne, c'est pour notre sujet. Alors, petite histoire, grande histoire. Manu, qu'est-ce que tu vas nous raconter je sais pas, moi... que quand j'étais petite, fallait que je travaille à l'école, et puis que fallait que je réussisse à l'école. Oui, mais encore, vas-y, raconte. Eh ben alors, comment vous dire? Ben oui, parce que ben moi, quand j'étais petite, chez moi, il y avait des livres, mais il n'y avait que moi qui les lisais. Et ça, ben, j'ai compris plus tard que ben, c'était mes parents qui étaient de classe ouvrière, de classe populaire, qui n'avaient pas forcément lu les livres, mais qui les avaient achetés pour moi, pour que je réussisse à l'école. Parce que ben, cette réussite à l'école, c'était important pour eux, parce qu'ils croyaient au progrès social. Alors là, mes formateurs, ils me disent, là, tu tiens un truc, vas-y, continue, grave, parce que là, il y a quelque chose. Ça y est, on est sorti de la vulnérabilité, elle va arrêter de chouiner, l'autre. Alors, vas-y, continue. Ben oui, parce que moi, mes parents, ils sont nés dans les années 50. Alors eux, ben, ils ont eu un diplôme, ils ont eu un CAP, tous les deux. Mais du coup, c'était déjà mieux que leurs parents à eux, qui n'avaient pas du tout de diplôme, qui avaient des grandes fratries et tout. Eux, ils avaient un CAP. Et donc, ils pensaient qu'ils allaient avoir une carrière toute leur vie, qu'ils allaient avoir donc un salaire toute leur vie, ils allaient pouvoir s'endetter, acheter une maison, et puis envoyer leur fille à la fac. Ça, c'était important. Ça faisait partie du projet, parce qu'ils croyaient au progrès social. Alors, le problème, c'est que, oui, ils ont investi, j'ai travaillé à l'école, moi j'ai bien travaillé à l'école, et pourtant, ben, ça n'a pas marché, je vous ai dit, je suis un peu dans la loose, quoi, ça. Alors, peut-être parce que par rapport à la grande histoire, j'ai une autre anecdote, parce qu'en fait, j'ai trouvé une phrase de quelqu'un, un historien, justement, qui traite, parce que ça traite de mon année de naissance, parce que moi, je pense que mes parents, ils sont là où ils se sont foirés, c'est le moment où ils m'ont fait. C'était bien l'idée, hein. C'était bien, ils étaient bien partis, j'avais les conditions matérielles, voilà, le coaching, voilà, l'évaluation, j'avais intégré, mais ils ne m'ont pas fait au bon moment parce que, alors cet historien, il s'appelle Mathias Bernard, il a écrit la phrase suivante. 1977, c'est la fin des 30 Glorieuses. Au niveau économique, le cap du million de chômeurs est franchi. Nous assistons au début de la désindustrialisation, il n'y a plus de boulot. Au commencement de la décennie, on ressentait encore le souffle révolutionnaire de mai 68. En 77, la radicalité n'est plus mise en avant, le communisme s'affaiblit, l'individualisme prend peu à peu le dessus au détriment des grandes utopies collectives. Bon bah, c'est râpé quoi. C'est foutu pour moi.
Alors, là, c'est vrai que mes formateurs, ils sont contents. Là, ils se disent, c'est bon, t'as ton sujet, ta vulnérabilité, bon bah ouais, hein, c'est ta précarité. Et puis effectivement, tu vas trouver comment bidouiller avec la précarité amoureuse. Mais vas-y, lance sur la précarité. De toute façon, on passe à l'étape du cube. Le cube, c'est super le cube. C'est un outil qui va nous permettre de complexifier un problème. On arrive tous avec un sujet, un problème. Donc d'aller dans la complexité, d'enrichir la problématique de départ. En fait, dans la conférence, je vais vous apprendre encore tout à l'heure qu'il y a plusieurs fils. Il y a le fil du savoir chaud, qui est notre histoire de vie, les vécus, l'anecdote. Des savoirs froids, le fil du savoir froid. Et puis un troisième fil, alors celui que vous connaissez le mieux, je pense, c'est le fil du parapente. Et puis, eh ben, on va tresser pour donner du rythme à la conférence et puis en faire une conférence gesticulée puisque on va venir analyser politiquement du vécu et puis mettre du rythme, mettre de la sensibilité, etc. Mais le cube, c'est le fil du savoir froid, c'est le fil des connaissances théoriques. Et là, c'est génial pour moi. Moi, je suis chercheuse en sciences sociales, je suis une sociologue. Problématiser la question de départ, j'adore. Trouver la complexité du problème, je vais y aller. Donc, puis comme en plus quand même, bon, mon sujet sur la vulnérabilité, ok, ils ont trouvé une porte, mais je suis quand même pas super à l'aise, quoi. Je vois bien que je maîtrise pas trop, là, que ça déconne dès le départ. Donc, ma zone de confort, ce sont les bouquins de sociaux. Et là, mon cube, préparation de la deuxième session, parce que le cube, on nous donne les éléments, et puis entre la première session et la deuxième, on va commencer à bosser. Il va falloir qu'on vienne présenter en session numéro 2, 1 heure d'impro, où on a commencé quand même à mélanger du savoir chaud et du savoir froid. Mais du coup, entre les deux sessions, là, je commence à bosser. Alors, la précarité. Qui est-ce qui a travaillé sur la précarité? Robert Castel, formidable. Castel, YouTube. Vidéo, la précarisation, génial. Il nous apprend comment on est passé d'un système de protection sociale, le plein emploi, à la précarisation des travailleurs, la figure du chômeur fainéant, le mauvais pauvre, oh, trop passionnant, il n'en dit pas assez. Il a écrit un petit pavé vachement intéressant qui s'appelle La métamorphose de la question sociale. Oh, génial. Alors là, il remonte au Moyen-Âge. Incroyable. Pour nous expliquer comment la figure du vagabond va évoluer et est déterminante pour comprendre la figure du chômeur actuellement. Je me dis non mais ça faut le mettre dans la conf. Il faut remonter au XIIIe siècle. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre comment on gère le chômage aujourd'hui. Bon, quand même, c'est un peu éloigné de mon sujet. C'est pas grave, je ferai un petit bout. Puis je vais rajouter quand même, parce qu'il a écrit un autre bouquin, vachement intéressant, La montée des incertitudes. Oh, trop bien, là c'est beaucoup plus sur avant 70 et qu'est-ce qui se passe depuis. Donc vraiment cette société État-providence, voilà, protection sociale, droit du travail, etc. Et comment on bascule dans la précarisation. C'est monter des incertitudes où on va mettre les gens en compétition les uns avec les autres avec un chômage de masse, du coup de l'emploi qui est plus accessible, quoi. Bon bah super, ça je vais le mettre aussi dans la conf. Vu qu'il parle quand même de cette compétition, ça fait le lien avec Goldjak qui a écrit sur la lutte des places, comment on est passé de la lutte des classes avant 70 à la lutte des places. Voilà, ou comment on se bastonne tous, la précaire contre précaire, pour choper du travail. Ça, je vais en parler aussi. Bon, il faut quand même que je contextualise pour que les gens comprennent comment on est passé du capitalisme industriel au capitalisme financier. C'est des raisons économiques. Hein. C'est des raisons économiques. Moi, je ne suis pas économiste. J'y comprends rien, je ne sais pas comment expliquer. Ça tombe bien, il y a une BD, c'est un pavé, hein, mais une BD qui vient de sortir. Le choix du chômage.
il t'explique. Alors là, il t'explique comment, depuis Bretton Woods, Seconde Guerre mondiale, on a transformé le rapport des monnaies. Les monnaies s'équilibraient, puis finalement elles vont plus s'équilibrer. La question de l'Europe, la question des banques centrales, la question des leviers qu'avaient les banques centrales sur les prêts, que finalement on n'a plus, alors du coup ça sera les chômeurs. Je vais le mettre dedans, je comprends pas tout, mais je vais le mettre dedans. C'est important. Alors, j'arrive à la deuxième session. Ah, j'ai bossé, hein. Alors là, je te fais 1 heure de ce que je viens de vous dire, là. Jacques, Castel, choix du chômage. Alors là, on me dit, déjà, on me dit, mais Manu, tu voulais pas parler de la précarité amoureuse? Ah si, parce que je ne l'ai pas dit, j'ai aussi tout lu Illouz sur la fin de l'amour, la destruction des émotions. Mona Chollet, elle vient de finir son bouquin, super, il est lu aussi, Réinventer l'amour, les trucs sur les sites de rencontres et tout ça. Je te rajoute ça, il restait 1 demi-heure, allons-y. Et puis là, à la fin, quand même, moi-même, je sais bien que ça va pas. Le formateur, il me dit, bah, quand même, t'as pas tressé, quoi. T'as pas de savoir chaud, on parle pas de toi, t'as pas vécu au Moyen-Âge. Ce que tu racontes. Puis c'est trop long, tu vas pas nous faire 1 heure sur la précarisation des travailleurs. Puis c'est pas pédagogique, tu sais bien qu'une conférence c'est pédagogique. Ah ben vous voulez que ça soit pédagogique? Moi, pédagogique c'est les petits débrouillards, c'est ça? Bon ben on va faire pédagogique alors. Vous êtes prêts? C'est le moment un peu visuel. Ah, ça c'est une caisse avec des cailloux. C'est les petits débrouillards. Ça c'est la société d'avant 70. C'est la cohésion sociale. Voilà, vous avez devant vous la cohésion sociale. C'est-à-dire une classe ouvrière qui bénéficie de droits et de protections qui lui permettent d'avoir son indépendance économique et sociale, son autonomie, ne pas dépendre d'aide ou quoi que ce soit. Parce que à une échelle collective, les risques sont gérés par l'État, collectivement. Donc on a ici des protections sociales, de la sécurité sociale. On cotise avec les salaires. On est dans la société de plein emploi. Ça aide aussi, c'est-à-dire que les salariés cotisent. Ici, on a un droit du travail qui s'est structuré au fil des années, des siècles. Un droit du travail qui s'applique à tous les travailleurs et à toutes les branches, qui oblige à des congés, à un temps de travail respecté, à un salaire décent, etc. Ici, on a plus spécifiquement le salaire décent, parce que ça aussi, c'est un droit qui a été arraché par les ouvriers, qui ont acquis le fait qu'on ne peut pas les payer en dessous d'une certaine limite, qui fait que ça assure cette indépendance économique et sociale dont je parle. Et là, eh ben, on a l'État, comme je disais tout à l'heure, qui assure que cette sécurité-là, elle est gérée collectivement dans des caisses, par la justice, etc. Ça, c'est la société d'avant 70. Et puis, le libéralisme arrive, le néolibéralisme arrive, et il va dézinguer tout ça avec la fin du plein emploi et l'attaque de ces protections. Donc, comme on attaque ces protections, et puis l'État n'est plus là pour assurer ces protections, mais pour s'assurer que le marché fonctionne bien, la société néolibérale, c'est ça. Voilà. Bon. Alors, ça pourrait être ça. Bon, il n'y a plus de travail pour tout le monde. Hein. Donc, on va se mettre à se bastonner. On va se bastonner là pour les boulots qui sont là. Il y a des boulots stables quand même encore, mais là, il y a plein de flexibilité de l'emploi. Donc là, il y a des chômeurs. Des chômeurs. Toujours plus de chômeurs. De plus en plus. Alors, bon là, je vous dis, là, c'est stable.
c'est stable, mais on a vachement la trouille de se retrouver là. Donc on s'accroche. Et puis, quand on est là, là c'est instable, ça bouge tout le temps, c'est des CDD, c'est du travail temporaire. On cherche, on s'accroche. Bon. Quand je vous parle de la lutte des places, Goldjak, ce qu'il explique, c'est que on va entrer effectivement en compétition entre précaires, mais pas avec les mêmes cartes en main, pas avec les mêmes atouts. On n'est pas égaux en fait. Moi, l'exemple typique, c'est mon énorme diplôme. J'ai un bac plus 8. Donc, sur le marché de l'emploi, j'ai un as, quoi. Ou j'ai un atout. Et donc, déjà, ça veut dire que moi, je peux tricher à la demande de mon niveau d'études, je mentirai jamais. Je peux écrire bac plus 5, je peux écrire bac plus 3, je peux écrire bac, c'est bon. Donc, je triche. C'est comme ça aussi, hein, le jeu de la flexibilité. On triche quand on peut. Et donc, je vais candidater sur des postes à bac plus 5, par exemple. J'accepte d'être pas payé à ma qualification et d'être un peu moins payé. Mais la bac plus 5 qui devait avoir ce poste-là, eh ben, elle candidate sur un poste à bac plus 3. Et la candidate à bac plus 3, elle candidate sur un poste à niveau bac. Et ça ne fait que descendre et s'aggraver, puisqu'aujourd'hui, moi ce que j'observe, c'est par exemple des gens de mon milieu, c'est-à-dire classe moyenne, qui intègrent des structures en insertion. Parce qu'en fait, ils sont en recherche d'emploi, et puis voilà, ils sont un peu en galère. Donc là, ils vont piquer la place de gens qui sont vraiment à la marge. Et on fait ça, on pique la place des autres. Et la place à qui on pique, c'est pas n'importe qui, puisque ce système, il repose aussi sur des formes de discrimination. C'est-à-dire que la compétition qui se joue là, elle va exclure de fait les femmes précaires avec des enfants. Elle va exclure de fait les personnes racisées, sachant que pour candidater à un poste, une personne envoie en moyenne 19 CV aujourd'hui. Une personne avec un nom à consonance maghrébine en envoie 277. Oh, putain. Donc, ces catégories-là vont être exclues. Alors, il n'y a pas besoin de péter. Alors, le droit du travail est attaqué, les protections sociales sont attaquées, sont en train d'être dégommées. Mais pour autant, la flexibilité du travail, elle a été mise en place. Parce que on peut garder des protections sociales, mais créer des nouveaux statuts. Et les nouveaux statuts, c'est les statuts d'auto-entrepreneur. Les statuts, c'est toute l'ubérisation qui va faire aussi que l'exclusion, elle va se jouer sur ces nouveaux emplois qui ne protègent pas. Bon, tout est éclaté, hein, on est d'accord. Alors à la limite, bon là c'est là où sont les travailleurs sociaux. Hein. Voilà, ils sont là, ils essaient. Parce que tous ceux qui tombent là, c'est les suicides. Voilà, là c'est les suicides. Je déconne pas. Hein. Et là vous avez les travailleurs sociaux qui font, oh, putain, non, ils ont plus de moyens, démarche qualité, là, ils ont plus de moyens, mais ils essaient de sauver les meubles. Et puis, là on continue à se bastonner. Et puis on continue à se bastonner, puis non, de temps en temps, quand on a les bons atouts, hein, quand on a les bonnes cartes, on quitte le marché du travail. Oh non, on va créer un petit collectif autonome. Là. Voilà, on est bien. Oh, puis on va s'entraider, hein, on est solidaires. Oh là là, on est bien. Oh là là. On va créer un collectif là aussi, on va faire une AMAP. Ah, on est bien. On a sauvé un paysan. Voilà. Puis on va faire des collectifs comme ça. Puis on est bien. Ça, c'est pédagogique, ça? Alors là, mes formateurs, ils m'ont dit, bon, c'est bien, mais Jamy, t'es pas dans ton camion. C'est pas sorcier, pour ceux qui connaissent cette émission où c'est des démonstrations. Bon, quand même,
ça ne peut pas faire une conf, ça ne suffit pas. Donc, ils m'ont dit, bah, il va falloir que tu tresses. Ok, on a compris. Là, en gros, l'heure que tu viens de nous faire sur le phénomène de précarisation, on a compris ce qui se passe dans la société. Maintenant, qu'est-ce que tu veux nous dire de la précarité et la vulnérabilité, le lien entre la précarisation au travail et la précarisation amoureuse? Il va falloir que tu trouves des anecdotes et que tu scoobides. Le Scooby-Doo, c'est justement cet outil. Ah, on a des outils performants, enfin, c'est de la haute technique, quoi. Comme hein, un Scooby-Doo, voilà. En même temps, ça porte son nom. On va tresser des fils, comme je vous l'ai expliqué. Alors, c'est là que ça se complique pour moi. Hein. Parce que je vous dis, en tant que sociologue, j'aime bien aller fouiner dans des bouquins et puis balancer du savoir. Mais là, trouver des anecdotes qui vont parler de ma précarité, c'est dur en fait. J'ai du mal en fait à... Parce que, comme on l'a dit au début, on est plutôt habitué à porter le masque, quoi, à garder la face. Donc cette conf, elle me met en difficulté aussi parce qu'il faut que j'accepte de dire des endroits de précarité et de vulnérabilité. Là, je voudrais arriver à faire passer l'idée que ce qui précarise, c'est le fait qu'on a remplacé l'idéologie de justice sociale qui allait avec la classe ouvrière. Et donc, qui dit justice sociale disait des sécurités, on parlait bien de la sécurité sociale, des protections, de la stabilité. Le modèle, c'était le CDI, c'était stable, par de la liberté, mais cette liberté, elle crée beaucoup d'insécurité et beaucoup d'instabilité. Je vais refaire un petit topo de savoir froid, parce que je ne peux pas m'empêcher, mais pour caler comment on crée cette insécurité dans le travail et comment moi je l'ai vécu en tant que jeune chercheuse. Une sociologue qui s'appelle Danielle Linhart, elle a expliqué comment, à partir de mai 68, dans le flip de mai 68 du patronat qui voit cette grève de la classe ouvrière qui bloque complètement le pays, flippant de ça, ils vont se rendre compte que ce qui fait la force des travailleurs, c'est leur unité, c'est leur cohésion, c'est le fait qu'ils fonctionnent en collectif, en syndicats, qu'ils sont groupés en fait. Et leur stratégie à partir de 73, ça va être de péter ça. Donc elle va montrer comment, à partir du milieu des années 70, on va se mettre à individualiser la gestion des carrières professionnelles, par exemple en transformant, en proposant des horaires adaptés à ceux qui voulaient. Donc en fait, on n'arrive plus en même temps au boulot, et donc déjà pour tracter, ça devient plus compliqué, et puis on va être évalué individuellement, ce qui était inenvisageable avant. Elle montre aussi l'arnaque qui s'est faite autour des lois Auroux. Les lois Auroux, dans les années 80, elles sont censées donner beaucoup plus de place aux travailleurs, aux salariés dans l'entreprise. Le salarié est mis au centre de l'activité professionnelle. Et donc on se dit, bah, c'est bien, ils ont plus de droits, ils sont plus écoutés, ils participent plus. Non, c'est plus tordu que ça, puisqu'on les fait participer à des cercles de qualité, etc., où en fait ils viennent donner leur savoir, et le lien de subordination n'est pas remis en question, et la division historique du travail qui sépare la tête et les mains, c'est-à-dire des gens qui organisent le travail et ceux qui effectuent le travail sur le terrain, il n'est pas remis en cause. Donc on fait des grandes messes dans les entreprises où on dit que non, là, ça y est, on commence à utiliser ces mots de collaboration, on va être des collaborateurs, et on se donne les infos, sauf que comme on ne remet pas en cause ces rapports-là, ceux qui organisent le travail prennent les infos, réorganisent le travail pour être plus rentable, et imposent des protocoles et des manières de travailler aux gens de terrain. Donc, c'est une manière de casser les métiers.
en individualisant, en prenant les savoirs des travailleurs et en les mettant dans des protocoles. Et c'est aussi toute une période de flexibilisation du travail de manière plus générale où on va créer de plus en plus de contrats instables, on a des contrats d'intermittence, des choses qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire qu'on peut être embauché en CDI, mais avec des temps de travail, des temps de non-activité. On va avoir voilà, plusieurs lois qui vont, depuis les années 80, flexibiliser le travail. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez ce que moi je vis en tant que jeune chercheur. En fait, jeune chercheur, je le suis à partir du début des années 2000. Donc, je ne vois pas le processus se mettre en place, mais par contre, je vais le subir de plein fouet. Je vais subir ce que c'est que la précarité au travail en tant que jeune chercheuse. Parce que je vais décider de faire une thèse en sciences sociales, en sociologie, mais la première année, elle est financée par la mairie de Besançon, la ville où je suis, pour une enquête, et puis ils sont censés financer ma thèse. Sauf que moi j'y connais rien, j'ai pas les codes, je viens pas d'ici, je connais personne là-dedans. Donc je suis vraiment, je suis les courants, donc bon, on me dit mais si, tu seras financé, et puis finalement, moi je mets rien en place pour l'être parce que je sais pas comment on fait, puis mon labo pas plus. Donc je commence ma thèse, et puis il n'y a pas de financement derrière. Donc je suis jeune chercheuse non financée. C'est le pire des statuts. Je sais juste. Et puis en parallèle aussi, je suis vacataire. Je donne des cours. C'est le pire des statuts aussi. Agent de vacation à la fac, c'est des statuts de merde parce que vous êtes pas reconnu comme faisant partie du personnel. Vous avez des contrats sur des tâches. Quand on est vacataire, vous avez des contrats, mais vous n'êtes pas reconnu comme faisant partie du personnel. Et puis en tant que jeune chercheur, vous n'êtes pas non plus reconnu comme faisant partie du personnel. Alors j'ai cherché une anecdote signifiante pour vous dire qu'est-ce que ça fait comme violence en fait d'être là-dedans. Et je pense que c'est le même problème que pour des gens qui font des burn-out et qui ont du mal à donner les infos aux médecins du travail, c'est que c'est continu, c'est flou. C'est pas des attaques, c'est le bain dans lequel vous êtes où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Alors j'ai essayé de lister ce que ça demandait, pardon, mon travail, ce que ça m'obligeait à accepter en tant que précaire. Mes lunettes. Là. Pardon. Donc en tant que jeune chercheuse non financée, j'ai pas de contrat de travail, donc je n'ai pas de droits associés. J'ai pas de congé maladie, j'ai pas de congé chômage, enfin j'ai pas de chômage, j'ai pas de droit au congé. Et ça c'est ok, je dis ok. J'ai pas d'organigramme de travail, je suis complètement dépendante de ma directrice de thèse qui décide quand elle a envie de me recevoir pour voir l'avancée de mon travail. Quand je garde sa maison l'été et que je bénéficie de sa piscine, ça justifie que je n'ai pas besoin de vacances. Je donne des cours donc, en tant que vacataire pour lesquels je suis payée en dessous du SMIC. Je n'ai pas de droit, je suis limitée en nombre d'heures sur l'année, ce qui contribue à ma précarité, et je touche mon salaire 2 fois par an. Je fais partie d'une grande famille, d'un grand laboratoire avec plein de chercheurs, mais je suis en compétition avec eux puisqu'il n'y a pas de poste pour tout le monde. Et enfin, je contribue à la valorisation du laboratoire par mes recherches, par mes publications, par ma participation à des colloques, même par un prix que je vais recevoir, mais je ne suis pas considérée comme faisant partie du personnel. Et donc, chaque année, je paye mes frais d'inscription à la fac pour aller travailler. Voilà les effets des lois Auroux, les effets de la flexibilisation du travail. Ce que dit Linhart aussi,
c'est que ces attaques-là, pourquoi elles nous rendent vulnérables? Pourquoi on est vulnérable aujourd'hui de ne plus avoir nos métiers et nos collectifs pour nous protéger? Elle explique en fait que le métier, c'est ce qu'on va associer à la professionnalité, d'accord? Un métier, ce sont des savoirs, des savoir-faire, c'est de l'expérience, c'est une qualification, c'est un diplôme. Et autrefois, quand on était dans un rapport de force avec la hiérarchie, on était évalué sur sa professionnalité, sur son métier. Et évalué, c'était même pas ça le terme. Disons qu'on pouvait être remis en cause sur son métier. Mais, déjà, on était remis en cause sur son métier, pas sur sa personne. Et on pouvait répartir, en fait, ce reproche ou cette attaque de la hiérarchie sur le groupe. C'était pas l'individu, c'était le groupe en tant que catégorie professionnelle qui disait « Attends, on nous reproche ça » et voilà, ça se répercutait sur le groupe qui allait réagir ou pas. Le fait de faire disparaître ces collectifs, de faire disparaître ces métiers, de détruire ces métiers et de passer à une gestion du personnel par la compétence. Des compétences qui ne sont plus justement liées à de la professionnalité, qui sont des savoir-être, ces saletés de savoir-être. Parce que combien de gens disent « Mais non, mais pourquoi vous attaquez les savoir-être? Parce que quand même, c'est bien quand même le savoir-être avec quelqu'un. » Moi, ma réalité, c'est que le jour où j'ai refusé d'accompagner les enfants de ma directrice, je ne sais pas combien de kilomètres pour un truc, je ne savais pas ce que j'allais foutre là-bas, et je lui ai dit non. Sa réponse a été « Est-ce que tu sais que tu risques de ne pas avoir le poste l'année prochaine à la fac ?» Est-ce que j'ai été évaluée sur ma professionnalité? Est-ce qu'il a été question du savoir que je maîtrise? Absolument pas. On m'a évaluée sur ma personne. On a dit que je n'aurais pas de poste parce que je ne me soumettais pas, je ne m'adaptais pas. Ma professionnalité, je peux la définir, je sais ce que c'est. Je suis sociologue, je sais faire une enquête, je sais faire une synthèse des données, je sais écrire un rapport. Je veux bien qu'on m'attaque là-dessus. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas qu'on m'empêche d'avoir un poste parce que j'emmène pas des gosses de quelqu'un qui a le pouvoir à la piscine ou à McDonald's. Ok? Donc, ça va? Plombe. Bon, parce que alors, je peux continuer à vous plomber. Allons-y. Allez, je m'assieds 5 minutes parce que moi, c'est à peu près à ce moment-là que donc, je suis rentrée à l'hôpital psychiatrique. Certaines de ne pas être capable, enfin, j'étais paumée, quoi. C'était trop de pression. Bon, j'ai demandé à aller à l'hôpital, j'ai dormi en fait. J'ai dormi parce que la réalité aussi d'un jeune chercheur, à certains moments de son parcours, c'est qu'il ne peut pas donner des cours sans avoir un emploi temps plein à côté, plus faire sa recherche. Donc à un moment, c'était trop. Et donc j'ai fini à l'hôpital. Et évidemment, ça nourrit ma certitude que j'ai un pète au casque. Ça, et vraiment, quoi. Sauf qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur le bouquin d'Adèle Combes, qui, alors j'ai oublié de le prendre là, mais qui, à un moment donné, donne les chiffres des troubles mentaux, des maladies mentales développées par les jeunes chercheurs. Et sur les 3000 personnes qui ont répondu à son enquête, 86% ont développé des troubles mentaux. Dans les 86%, on a des troubles de l'anxiété,
on a des pertes de l'apathie, des pertes de la joie, on a évidemment des pensées suicidaires, etc. Et donc, de lire ça, enfin, parce que ça fait des années qu'on savait, nous aussi, les vacataires, les jeunes chercheurs, qu'on était hyper maltraités, mais on ne peut pas se réunir en collectif, on ne sait pas faire ça. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il y a 20 ans, pour que... Elle a fait ça avec les réseaux sociaux, pour montrer cette précarité structurelle. Si des jeunes chercheurs étaient embauchés, ça créerait 14 000 emplois. Les vacations, parce qu'en plus la grosse arnaque des vacations, c'est qu'elles sont moins payées, parce qu'elles sont censées être pour des actes temporaires. Mais en fait, des TD, il y en a tous les ans, depuis des décennies. Et donc, 14 000 emplois pourraient être créés. 14 000 jeunes étudiants, chercheurs, doctorants, même docteurs qui n'ont pas de boulot pourraient être embauchés. Ça n'est pas fait. C'est une université, c'est une institution publique qui exploite la misère des étudiants. Donc, je peux témoigner aussi du fait que si la précarité vulnérabilise, c'est très difficile de le penser politiquement, plutôt que de penser qu'on a un problème psy. C'est vraiment ce qu'on appelle la psychologisation des problèmes, c'est ce que la société fait en général. Et donc, moi, je veux bien intégrer que c'est moi qui déraillais plutôt qu'un environnement qui me rendait malade. Alors, j'ai fait ma sociologue, j'ai mes petites stratégies d'évitement, mais j'ai toujours pas parlé d'amour, parce que ça c'est pareil. La précarité. Alors déjà, je vous ai parlé de ma précarité à la fac. Ouh, déjà, c'est ça, je le dis pas souvent. Alors là, maintenant, il faut parler de la précarité amoureuse. Aïe, aïe, aïe. Ben, comme il y a pu y avoir une illusion d'une carrière universitaire et qu'en fait il s'est avéré que c'était des boulots complètement minables, et ben je crois qu'il y a eu une illusion de la libération sexuelle à partir des années 70 pour donner des histoires carrément minables, grâce notamment aux sites de rencontres. Merci les sites. Bon, déjà, l'illusion de la liberté sexuelle, moi, je l'ai vécue dans ma famille, avec ma mère. Je vous ai dit que je vous parlais de ma mère. Je vais vous raconter le jour où ma mère m'a proposé de prendre la pilule. Parce que on est quand même à une rencontre de génération. Elle aussi, elle se prend la précarisation et puis les transformations, et puis cette libération sexuelle, elle est bien obligée d'en faire quelque chose. Elle n'en a pas vraiment bénéficié, si ce n'est la pilule. Mais c'est pas quelqu'un qui va prôner la liberté sexuelle. Moi, mon éducation, c'était il faut trouver le bon, et puis il faut faire l'amour avec lui toute sa vie, et puis tu verras, c'est super. D'accord, merci maman. Donc ma mère, c'est marrant parce qu'elle est là-dedans, mais elle sait bien quand même qu'il faut qu'elle me propose la pilule, parce qu'elle sait qu'elle ne maîtrise pas ce truc-là. C'est assez mignon parce qu'un soir, j'ai 15 ans je crois, je prends déjà la pilule là, entre nous. Je suis allée au planning familial, je me suis gérée quoi. Et là ma mère vraiment m'installe sur le canapé, c'est un moment très formel. Ma fille, il faut que je te parle. Tu sais, la sexualité, nanana, elle m'explique, papa dans maman. Bon. Et donc, tu sais, un jour il faudra prendre la pilule. Oui, d'accord, si tu veux. Est-ce que ça t'intéresserait de prendre la pilule? Oh ben je me dis, je vais lui faire plaisir, elle se... Pas lui dire que j'apprends déjà, mais je lui dis, bah oui, si tu veux. Et là, mais quoi? T'es beaucoup trop jeune pour prendre la pilule. Ça va pas du tout. Mais pas maintenant, mais moi je te l'ai proposé, mais je voulais pas que tu la prennes.
Et là, elle se bat, elle se casse chez ma tante, elle a une rue à descendre, elle se casse la gueule dans la rue, elle se pète la rotule. Bon. Alors moi, la libération sexuelle, si vous voulez, ça a commencé par une petite tension générationnelle où on n'était pas raccord, quoi. Bon. Mais bah, j'ai vécu avec mon temps, c'est-à-dire que même si elle m'a éduquée comme ça, j'ai vite compris que le mari avec lequel j'allais faire l'amour toute ma vie, bon bah, je ne savais pas où il était, puis il y en avait déjà 3 qui étaient passés par là, puis toujours pas de mari, alors on a continué quoi. Puis j'ai grandi, puis j'étais à la fac, et puis j'étais avec des copines, et puis évidemment, tout ça, alors... Moi, j'ai envie d'être... Enfin, je suis plutôt en quête d'amour, hein. Plutôt, j'ai envie d'être amoureuse, en fait, hein. Et on était plusieurs copines comme ça, mais ça marchait pas. Enfin, c'était déjà un moment où c'est pas parce qu'on avait envie d'être amoureuse qu'on rencontrait quelqu'un. Et donc, on a commencé à adhérer à la logique du plan cul. Alors ça, bah oui, parce que c'est cool, quoi. Enfin, voilà, il y avait ce féminisme libéral, là, qui lançait l'idée qu'on pouvait séparer les sentiments de la relation sexuelle, voilà, de la sexualité, et donc les plans cul c'était super, on allait vraiment s'éclater. Alors, bon, en fait, moi je pense que les plans cul c'est un apprentissage. Effectivement, on peut s'éclater, mais c'est pas tout de suite, hein. Surtout quand on a intégré que, bah, voilà, la sexualité c'est sacré. Enfin, ma mère elle était quand même là-dedans, quoi. Même si elle n'était pas croyante, mais... Donc, moi j'ai l'impression que ça a été un apprentissage, et pas du tout un apprentissage joyeux. Hein. Parce que la réalité des premiers plans cul, bah, moi en tant que femme, je sais pas me situer en fait. Je sais pas ce que je veux pas. Alors j'ai eu de la chance de ne pas subir de violences sexuelles, mais je sais que c'est le cas de plusieurs femmes qui ont eu ces relations d'un soir. Par contre, des situations dégradantes, oui. Des choses qu'aujourd'hui j'accepterais pas, mais où j'ai pas pu poser de limites, oui. J'ai vécu ça. Et ça me fait chier de l'avoir vécu en fait. Juste pour me conformer au fait que c'est cool. C'est cool d'avoir une sexualité libérée. Alors oui, attention, je ne suis pas en train du tout de remettre en question le plaisir féminin et notre liberté de jouir, etc. Hein. Pas du tout. Mais au niveau structurel, je pense vraiment que au niveau de la libération sexuelle, on est en train de se faire enfumer, mais bien comme il faut. Et notamment par les sites de rencontres, mais ça, je vous en reparlerai. Après, sur le plan cul, il y a un autre problème, c'est qu'il ne résout pas le problème de l'amour. Il ne résout absolument pas le problème de la solitude. Je vous donne un autre exemple, un exemple concret. Je vais vous parler du pompier. Je suis un pompier. Bon, voilà, je suis en coloc avec une super copine qui est avec son amoureux. On est dimanche. Ils sont mignons, ils se papouillent, ils se galochent. Moi, je suis là à tenir la chandelle et j'en peux plus. J'en peux plus d'être toute seule, j'en peux plus de les voir roucouler, j'ai envie de les fracasser. Donc, je décide que je ne resterai pas toute seule ce soir. Je veux de l'affection. Alors ça, j'ai bien intégré aussi que si je veux de l'affection, il faut que je passe à la casserole. Mais, ok, je négocie avec ça. C'est déjà le moment des sites de rencontres. Je vais sur adoptamec.com. Adopte un pompier. Et alors, je décide, puisque je vais avoir un rencard tout à l'heure, je vais chatter avec quelqu'un qui est en ligne. C'est facile, on voit, il y a un petit point rose, c'est allumé, ils sont en ligne. Bon, je lance 2-3 cannes à pêche comme ça. Bon,
Il y en a un à qui j'écris « Salut, ça va le dimanche, ça se passe bien ?» La réponse, oui, parce que là, c'est des accroches. Et là, le mec me répond oui, ça va, je suis au boulot. Bon, bah, c'est râpé, quoi. Alors, je suis polie quand même, donc ah bon, tu fais quoi? Je suis pompier. Ah. Tu es à la caserne? Oui. On peut passer? Oui. Ah bon? Je suis là dans 30 minutes. Et allez, la petite douche, le petit vélo. Ah, je suis trop contente. J'ai un rencard avec un pompier à la caserne. Oui. Expérience, quoi. Expérience. Hey. Ah oui. C'est le fantasme super. Eh ben, je vais t'en donner, tu vois. J'arrive devant la caserne. Il y a un beau pompier musclé qui m'attend. Charmant. Salut, salut. Alors, tu veux visiter? Ouais. Tu veux voir les camions? Ouais. On va dans le hangar. On peut monter? Ouais. Oh non, faut pas toucher. Ah bon, est-ce que... Il y a d'autres trucs à visiter? Ben oui, il y a les chambrées. Ah, ben ça m'intéresse. Sociologiquement, la caserne, tout ça. La chambrée, c'est pas époustouflant, hein. C'est une chambre de crous, ça. C'est 8 mètres carrés. Type paillasse. Bon, voilà. Et je baise avec le pompier. La sirène retentit. Le pompier saute dans ses bottes, remonte son futal, met ses bretelles. Ah, et là, alors ils sont pas si speed, hein. Du coup, je lui dis attends, mais je fais quoi? Elle me dit écoute, on part, tout le monde va être parti, dans 10 minutes il n'y a plus personne, tu quittes la caserne, tu risques rien. C'était classe quand même, c'était marrant. Donc 10 minutes après la sirène et tout ça, c'était impressionnant de le voir, hein, Sabine. Et donc, on avait fini, hein, donc ça va. C'est bon, on a compris après. Et moi je repars, je suis sur mon petit vélo, je suis contente quoi, j'ai vécu un truc, voilà, c'était marrant. Je rentre chez moi, je vais me coucher. Et puis le lendemain matin, au petit-déj, je suis nez à nez avec ma coloc, son amoureux, qui rigole. Sympa le petit-déj en amoureux. Et puis bah moi je suis pas moins seule que la veille. Je me suis tapé un mec marié. Je suis pas super fière. Alors l'expérience, ouais, ça va. Mais ça vient juste creuser le sentiment de solitude qui est déjà là. Et puis un truc d'estime de soi qui est pas énorme, quoi. Donc, voilà. Mais ce féminisme libéral, eh ben, c'est celui qui va s'installer quand, moi en tout cas, j'ai 25 piges, et puis qui va justifier aussi que ça soit comme ça qu'on rencontre, en fait, que ce soit cette règle-là. Ce que pose aussi le problème de la précarisation, que ce soit au niveau du travail, mais à d'autres endroits, et notamment au niveau amoureux, c'est le fait que nous sommes évalués en permanence. On est en situation d'évaluation en permanence, de façon différente. Sur le marché du travail, au niveau de nos compétences, donc de notre capacité à nous adapter, etc. Et sur le marché du cul ou de la conjugalité, hein, c'est pas très différent, hein, on est validé ou non aussi. Vous savez un peu comment ça marche
marche un site de rencontre? Comment on s'inscrit et tout ça? Je vais vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Ouais, on sait, ouais. Alors, ça marche? Vous avez trouvé l'amour? En fait, si. Ça, c'est cool. Alors, c'est bien, c'est l'exemple dont on a besoin. Impec. Il en faut. Bon, je vous explique un peu comment ça fonctionne. On s'inscrit sur un site, alors il y en a plusieurs, hein, plusieurs styles, qui disent que plus ou moins c'est pour l'amour ou pour le cul, mais quand même, c'est quand même toujours le même modèle. Hein. Et donc on va établir son profil, plus ou moins détaillé aussi. Mais c'est ni plus ni moins qu'un CV, c'est la même chose. On ne met pas les mêmes infos, mais c'est un CV. Un CV, on va mettre des informations sur voilà, nos compétences, etc. Un profil, on va mettre aussi en avant nos compétences et puis nos qualités plutôt physiques. À côté de ça, donc, on fait son profil. Après, quand on est dans une dynamique de recherche d'emploi, par exemple, donc on envoie son CV, okay, et après on fait un entretien. Et bien sur le site, on a un date, on a un rencard. C'est la même chose qu'un entretien d'embauche. C'est la même chose. Un entretien, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pour dire ce que l'employeur attend de vous. Eh bien, la rencontre, c'est la même chose. Il faut séduire le mec. Donc on va dire ce qu'il attend de nous. Et puis, si on est embauché, on va faire la mission. Si ça match, on va faire la mission aussi. Et cette mission... Moi j'en parle comme d'une mission... Comme on n'a plus de protection dans le travail, la mission qu'on effectue, on va essayer de se sécuriser un maximum individuellement pour pouvoir faire ce qu'on veut faire dans les meilleures conditions. Et bien, sur les rencontres, c'est la même chose en fait. Tu sais qu'individuellement, tu vas essayer de te sécuriser dans la relation, mais avec les moyens du bord. En fait, ce qui ne va pas, pour moi, ce qui ne va pas, c'est qu'on fait croire qu'on est dans un endroit de liberté, là où en fait le cadre est hyper imposé. Comme dans le travail où on te fait croire que tu es en collaboration, mais en fait, tu n'as absolument pas de marge de manœuvre si la hiérarchie te dit d'être dans cette boîte-là, et ben dans les rencarts, c'est la même chose dans ces sites de rencontres, c'est-à-dire on fait croire que le type de rencontre, c'est celle de ton choix, c'est celui de ton choix, alors qu'en fait, les bases sont celles d'une rencontre sexualisée, en fait. Il n'y a pas du tout de possibilité d'autre chose. Très peu. C'est très rare de pouvoir dire à un mec, non, mais j'ai plutôt envie qu'on discute de Daniel Linhart, et de Gaulle-Jacques, t'as pas lu. Ben moi, alors j'en ai pas trouvé. Et puis, donc poser la rencontre sur un truc même de, moi je voudrais de l'affection, ça marche pas en fait. Il faut passer par la rencontre sexualisée pour peut-être éventuellement avoir plus. Alors c'est là qu'il y a un truc dégueulasse aussi, je trouve, sur ces sites. C'est qu'ils jouent la carte de l'amour. Ils savent notre besoin d'amour. Ils savent notre envie d'amour. Mais ils s'annoncent quand même comme des trucs où on peut trouver l'amour. Et ça marche, regarde. Tu l'as trouvé. Trop bien. Génial. Juste, on remet quand même dans la perspective pour combien d'histoires, à l'échelle de la société, même du monde entier, parce que Tinder, par exemple, c'est un truc mondial, combien de trucs, d'échecs, de rencarts foireux, de soirées, de plans cul, bien, pas bien, qui vont rien donner derrière, combien d'histoires vont se créer dans la durée? Peanuts.
Aujourd'hui, on vit des non-histoires. On commence des trucs, puis ça s'arrête. Mais ces sites, ils jouent sur notre besoin d'amour. Ils brassent des millions, des milliards de dollars, parce qu'en plus de faire payer des inscriptions, ils vendent des données. Alors c'est là qu'on se fait bananer aussi, notamment les femmes, puisque d'abord, ils trouvent, enfin, on est difficile à recruter, parce qu'on se méfie quand même de ces trucs-là. Donc ils trouvent des subterfuges pour nous recruter. Mais ils ont aussi besoin que les histoires ne marchent pas parce que ça leur fait vendre des données. En fait, Facebook, à un moment, s'était fait épingler parce qu'ils avaient écrit un article à l'usage de leurs annonceurs en leur disant « Achetez nos données, vous aurez des éléments pour pouvoir cibler des achats sur des personnes où on sait qu'elles viennent de vivre une rupture amoureuse. » Parce qu'on sait statistiquement que quelqu'un qui vient de vivre une rupture amoureuse va consommer plus, notamment en termes de voyage ou de choses comme ça, que quelqu'un qui n'a pas connu de rupture, notamment des femmes. Donc voilà comment ils utilisent aussi ces données. Et l'arnaque, on le voit aussi quand on va dans la littérature féminine. Et j'ai cherché comme ça un peu sur internet, cosmopolitain. Est-ce qu'un plan cul peut se transformer en couple? Femme actuelle. Plan cul, que faire si je tombe amoureuse? Mademoiselle, que faire si je tombe amoureuse de mon plan cul? Elle, comment transformer un plan cul en boyfriend? Un rock, entre le plan cul et le couple, la relation du troisième type du millénial. Alors là, carrément, tu vois, c'est plus plan cul, et c'est plus couple non plus. Bon, j'ai lu l'article, en fait, c'est un couple. C'est un couple, juste, ils ont 20 ans, ça fait 8 mois qu'ils sont ensemble, puis ils ne parlent pas d'avenir. Bah, heureusement, ils ont 20 ans. Séduireunhomme.fr. Alors là, c'est bien parce que c'est inversé. Séduireunhomme.fr. 5 règles d'or pour ne pas tomber amoureuse de son plan cul. Voilà, séduire un homme, c'est ça. Et puis le dernier, amour, couple au féminin, tomber amoureuse de son plan cul. Ça, c'est l'idéal des femmes. Tomber amoureuse, enfin, puis que lui aussi, tomber amoureux en méchant. Donc, c'est pareil, en lisant le bouquin de, je ne sais plus son prénom, du portail, une nana qui a fait une enquête sur Tinder. Elle montre comment c'est vraiment des faux culs, puisque vraiment, eux, ils vendent de la relation pas aboutie, quoi. Un truc, puisque il faut rester inscrit, en fait. Il faut rester en loose amoureuse, quoi. Il faut revenir, quoi. Et c'est une journaliste, elle leur renvoie le truc, quoi. Elle essaie de les interpeller là-dessus en disant, ben quand même, vous annoncez que c'est pour rencontrer l'amour, puis en fait, c'est pas ça qu'on trouve, quoi. Et là, la réponse d'un des managers, ça a été de dire, mais madame, vous ne savez pas le nombre de faire-part de naissance et de faire-part de mariage que nous recevons. Ça veut dire qu'ils savent que c'est là-dessus que ça vient nous chercher, et que oui, ça marche pour quelques-uns, mais enfin, vraiment, pour combien qui foirent, quoi. Donc voilà. Moi, je pense quand même que ce truc de l'évaluation, alors, oui, quand même, sur ces sites, c'est l'évaluation du corps qui compte. Et même si on ne veut pas jouer le jeu, on ne peut pas y échapper. Moi, je me suis fait avoir. Quand j'ai fait un profil sur Tinder, je me suis dit non, mais moi, je ne joue pas la carte de la sexualité. En fait, sur ces sites, vous avez un panel très très large de moyens de rentrer en contact avec les hommes, de la manière la plus prude que vous voulez à la plus open, quoi, ouverte. Moi, j'ai lu des trucs sur des témoignages de personnes qui ont des échanges Tinder, des femmes qui peuvent faire comme moi j'ai pu faire avec le pompier, mais plutôt que de dire j'arrive, on va visiter le camion, c'est j'arrive, tu vas voir comment je vais te sucer. Bon bah le mec il attend, quoi, plutôt pratique, quoi. Moi je suis pas dans ce délire là. Donc vraiment je suis, alors, vous avez vu, salut, ça va, oui, tu bosses. Et les photos c'est pareil. Je suis pas à être en décolleté plongeant.
J'ai pas envie de jouer ce jeu-là, mais je me fais avoir quand même. Parce que le jour où j'ai fait mon profil Tinder, alors je me la suis jouée un peu un télo rebelle, tu vois. Donc tu sais, tu peux mettre Kathleen quoi sous ta pauvre photo où moi j'étais là. Et là j'ai écrit Kathleen, j'ai écrit le guide Tinder me dit que pour être choisi par vous, je dois dire que je suis toujours partante et que j'aime les soirées entre amis. 3 petits points, et je rajoute, si ça ne marche pas, le guide me propose de mettre une photo de mon décolleté. Bon ben moi je me dis non mais là tu vois j'ai évacué la question de la sexualité, mais sauf que ce que j'avais pas capté c'est que toutes les accroches que j'ai eues derrière, ça n'a été que alors la photo du décolleté. Ok, donc en fait le truc c'est qu'on n'est pas à égalité, même si on veut pas, en face on a une armée là qui attend. Parce que ce système-là, il est favorable au patriarcat. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont les dents longues sur ces sites-là. C'est pas ça. Je parle structurellement. Structurellement, le fait que ces sites-là sont dédiés au fait de faire obtenir aux hommes ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un échange sexuel, quand des femmes, structurellement, vont plutôt chercher de l'affection. Et sont OK pour échanger de l'affection, quitte à passer à la casserole. En tout cas, moi, je peux le vivre comme ça, et j'ai pu entendre des témoignages de ce même ordre. Le truc, c'est que l'annonce de ces sites, c'est qu'on est à égalité, puisque tout le monde est libéré sexuellement, les hommes, les femmes, et puis oui, les femmes, on a des désirs, on veut du plaisir, etc. Et comme si on venait chercher ça de la même manière. Ok, peut-être. Sauf que ce que Eva Illouz nous dit, c'est aussi que, d'un point de vue de la reconnaissance sociale, nous n'avons pas les mêmes enjeux à réussir à faire l'amour avec quelqu'un entre les hommes et les femmes. Le fait d'avoir une sexualité épanouie est beaucoup plus importante socialement pour un homme que pour une femme, en termes de reconnaissance. Je ne serais pas moins une femme reconnue si j'ai pas une sexualité, une libido de malade. Un mec qui fait l'étalage du fait que il bande pas, puis il baisse pas, puis il aime pas trop ça, il gagne pas en puissance si tu veux, dans la société quoi. Hein donc on n'a pas les mêmes enjeux à avoir des conquêtes. Et si je mets dans la balance le fait que, ok, ce que nous dit aussi Eva Illouz, c'est que dans nos constructions genrées d'hommes et de femmes, les femmes ont plutôt justement en charge l'affection, le lien, la relation, là où les hommes ont en charge la relation sexuelle. Donc, si on part de ce principe-là, structurel, si j'ai un échange sexuel avec un homme sur ces sites, moi, je vais concéder une relation sexuelle pour pouvoir avoir de l'affection. Les hommes vont concéder de me donner de l'affection pour pouvoir avoir une relation sexuelle. Est-ce que nous sommes à égalité? Pour obtenir ce qu'il veut, un homme doit me prendre dans ses bras. Pour obtenir ce que je veux, je dois prendre un homme en moi. Est-ce que ça, c'est de l'égalité? Non. Donc, l'arnaque de ces sites et de l'égalité et de la libération sexuelle, elle porte vraiment sur ce patriarcat. Ça nourrit le patriarcat. Et donc, on se fait 2 fois avoir, c'est-à-dire que, sous couvert d'une libération sexuelle, nous offrons des services de sexualité gratuite. J'aime bien. Cadeau. Moi, je veux être amoureuse. Voilà. J'ai envie d'être amoureuse. Pourquoi c'est pas possible dans la vraie vie? Pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Quand j'étais à la fac, je donnais des cours, justement, je vous ai dit, et j'avais un cours sur la sociologie de la famille.
et j'expliquais où est-ce qu'on se rencontrait. Et donc il y a 40 ans en arrière, c'était vachement intéressant, c'était un beau tableau, et on voyait bien, c'était en fonction des classes sociales, et plus on était issu de classes sociales, plus on rencontrait les gens dans la sphère publique, et plus on montait dans les sphères, dans les catégories, les classes bourgeoises, plus on était dans des rencontres dans la sphère privée. Bon, voilà, le rallye, la rencontre, je te présente ma fille, je te présente mon fils, pif pouf. Alors que dans les classes populaires, moi là d'où je viens, c'était au bal, c'était au bar, c'était à l'église, c'était dans la communauté, c'était au travail. Mais cette saloperie là de flexibilisation du travail qui fait que aujourd'hui, même dans mon travail actuel, mon terrain d'activité il est sur toute la France. En moyenne, je rencontre 3 personnes, allez, 3 personnes par mois, mais je passe 3 heures avec, si tu veux, pour le boulot. Ça va être compliqué, en fait, pour établir un lien et qu'on se mette à vivre une histoire. C'est pas ça qui se passe. Donc, en fait, tomber amoureuse, rencontrer quelqu'un, prendre le temps de cette rencontre, les conditions matérielles aujourd'hui sont plus possibles. C'est aussi ça que les sites viennent chercher. C'est le fait que je ne peux pas dans le réel. Et puis j'ai ces moments de besoin d'affection qui sont tellement forts que je vais craquer. Je vais aller sur les sites. Vous savez, c'est pas facile à dire ça, mais c'est pas n'importe quand, en tout cas moi, que je craque et que je vais sur les sites. C'est systématiquement avant Noël, parce que la tata célibataire au bout de la table, ça me saoule. Et puis, la fois où j'y suis allée très vite et où j'ai pas compris, c'est au moment du premier confinement avec le Covid. La première semaine, je me suis inscrite sur les sites et j'ai démarré une histoire, alors qu'en plus, on était dans ce truc où tout le monde paniquait, terrorisé, on ne savait pas ce que ce virus allait nous faire. Et moi, j'invitais un mec que je ne connaissais pas chez moi. Il était hors de question pour moi de mourir sans avoir vécu une histoire d'amour, en fait. C'est tellement pathétique, quoi. Bon, c'était pas une histoire d'amour. C'était sympa, mais c'est pas aller plus loin. Mais j'ai évidemment pas capté que c'était la peur de mourir seule ou je sais pas quoi tout de suite. C'est au déconfinement, j'entends une émission de radio avec une Parisienne qui témoigne et qui dit que au début du confinement, elle a eu vraiment peur de mourir seule. Et moi je me dis ouais, en fait c'est ce qui m'a traversée aussi. J'ai eu peur de mourir seule, mais surtout j'ai eu peur de mourir sans amour, sans histoire d'amour. Et ce que je trouve dur aujourd'hui, c'est Paul Ricoeur qui disait ça. C'est que aujourd'hui, il est plus obscène de parler de sentimentalité, du besoin d'amour, de l'envie d'amour. C'est plus obscène ça que de parler de sexualité. J'aurais pu même vous raconter mes plans cul, j'aurais pu même vous donner des détails techniques, ça serait passé. Par contre, vous dire ce besoin, ce manque, ça c'est obscène. Ça, on a plutôt envie de tourner la tête. Alors, on va se dire qu'on peut se le dire, qu'on a besoin d'amour. Hein? Yes. Et puis j'arrive au bout. Ça va? Ouais. Super. Oh, génial. Cool. J'arrive au bout. Alors, c'est le moment du tarmac. Hein? C'est la fin de la conf. Le tarmac, c'est l'atterrissage politique. On veut que le public reparte avec une envie politique, un désir.
Alors, pour moi, c'était dur ce tarmac, comme le reste. Mais là, du coup, j'ai décidé de l'écrire. Donc, mon tarmac, je vais vous le lire. Ça va ? Oui. Cette présentation ce soir, je voulais pas la faire. Cette conférence, elle n'est pas prête. Ça fait 1 an que je suis dessus et je rame. J'avais prévu toute seule dans mon coin, sans avertir mes collègues, de changer la programmation ce soir. Je voulais rejouer ma première conf de sociologue, celle qui marche bien, celle où je ne prends pas le risque d'une mauvaise évaluation. Parce que oui, je suis sociologue. C'est comme ça que je me situe. Plutôt que de dire je dis Daniel Linhart a dit. Et je me sens légitime. C'est une armure que j'ai construite à la fac, qui m'a aidée sans doute dans ce panier de crabes. Mais je ne sais plus l'enlever. Et j'ai peur de m'effondrer sans elle. Je voulais faire une conf sur la vulnérabilité. Et ça m'expose tellement que je suis terrifiée. Je voulais pas jouer ce soir. Sauf que je travaille avec une équipe qui ne me réduit pas à mon savoir-être, à mon être, qui ne me réduit pas à mes peurs ni à mes angoisses, mais qui me soutient dans mes analyses politiques et m'encourage à les rendre partageables, même imparfaites. Parce que tous ici, nous faisons de l'éducation populaire politique qui consiste à faire de nos récits de vie des outils politiques qui, mis bout à bout, racontent une nécessité commune de lutte contre les dominations, contre les oppressions, contre le capitalisme. Même si la sociologue s'est invitée ce soir, c'est la femme qui va conclure. Pour dire qu'en tant que femme, je croise depuis des années des récits de vie professionnelle et j'ai un tel sentiment de gâchis quand je regarde ce qu'on fait de l'amour dans cette société, de l'amour de son travail, de l'amour pour le travail bien fait, pour le bel ouvrage, de l'amour pour ses collègues gâchés par la compétition, de l'amour des travailleurs sociaux, des soignants, des professeurs gâchés par des protocoles de merde, de la démarche qualité. Et puis le gâchis de l'amour des femmes et des hommes qui ne se croisent plus, ne se trouvent plus, alors qu'on crève de solitude. Je terminerai avec une citation, pas d'une sociologue, d'une gilet jaune, Marion Honoré, qui sur les ronds-points a écrit « Étrangement cependant, je sais que je m'apprête à faire une rencontre décisive. Cette certitude, je la tiens de cet axiome incontestable. La lutte et l'amour, c'est tout un. Vive l'amour et vive la lutte. » Merci à vous tous. Et vraiment un grand merci à mes collègues. Vraiment. Merci à toi. Je ne dis pas tout mon amour pour mes collègues. Si je le dis, tout mon amour pour mes collègues. Et pour vous tous. Merci à vous. Et je le redis, il y a une boîte pour les sous. En attendant, Eh oui. tout mange.